C'est le 27e numéro des Technos qu'on vous propose cette semaine avec dedans du Apple, du Microsoft, du Google, plein d'autres choses également et un intervenant de plus dans ce numéro. Un intervenant de plus, mais qui est dans l'équipe depuis le début. On va directement vous le présenter, comme ça c'est fait, j'allais dire. Benoît est avec nous. Benoît, c'est notre spécialiste photo au départ, et puis également informatique, gadget. Voilà. De manière générale, plein de trucs. Et on aura l'occasion de parler justement de plein de trucs avec Benoît dans ce numéro et dans un hors-série à venir. Et puis, bien entendu, via Skype, on a également notre ami Marc. Bonjour Marc. Et puis Sébastien également. Bonjour Sébastien. On commence directement avec, honneur aux nouveaux venus en studio du moins, Benoît. On va parler de iMovie. Oui, effectivement. Enfin, iMovie et puis surtout le nouveau trackpad. Oui. Parce que Apple a, sur les nouveaux MacBook et les nouveaux MacBook Pro, il a sorti ce trackpad qui s'appelle Force Touch. Et alors, le principe, c'est que quand on appuie, le trackpad ne s'enfonce plus comme sur les anciens MacBook. Ouais. Il y a un petit moteur qui fait un retour haptique, c'est-à-dire ça fait un petit mouvement. Bon, ça, on le sait depuis un moment. Mais alors, ce qui se passe, c'est qu'Apple a utilisé la fonction aussi pour iMovie. Et donc là, on retombe sur la photo de l'image. Oui. Et le principe, c'est très malin. C'est que quand on est en train de monter un film, souvent, on doit déposer un titre, ou on veut déposer une séquence, un son, et on veut le déposer à un endroit approprié dans la séquence. Et alors, il y a des petits marqueurs magnétiques qui font que le titre va s'arrêter juste au bon endroit. Ouais. Et quand le titre s'arrête au bon endroit, le petit trackpad, il vibre pour dire, voilà, t'y es. Ah oui. Donc ça fait un petit retour. C'est pas la même chose que le clic apparemment. J'ai pas eu l'occasion d'essayer puisque les MacBooks sont pas encore dispo. Ouais. Mais ça fait un petit complément d'info. Ce que je trouve très malin surtout, c'est quand on fait du montage, qu'on regarde c'est l'image principale et de voir en même temps regarder la timeline, c'est embêtant. Ouais. Donc si on a comme ça d'autres formes de retour, je trouve que c'est une très bonne idée. On avait parlé de ce nouveau trackpad, Marc et Sébastien, et également avec David à ce moment-là. On avait commencé à imaginer quelles étaient les possibilités futures de cette nouvelle façon d'utiliser le trackpad. Et là, on voit déjà qu'il y a des applications qui s'en viennent et c'est plutôt positif. C'est plutôt chouette, effectivement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, par exemple, du côté de Seb. Oui, alors, j'avais pas noté cette fonction sur le trackpad, à part le fait de pouvoir appuyer pour avoir des touches plus enfoncées, mais je sais pas si vous vous souvenez, il y a, à mon avis, un peu plus de 10 ans, il y avait Logitech qui avait déjà une souris à retour de force. Alors, on dit le retour de force, à l'époque, c'était surtout orienté gamer, mais la souris n'était pas du tout orientée gamer, elle était plutôt orientée graphiste et programmeur, et c'était ce qui était assez génial. Alors, c'était ils avaient fait un partenariat avec une autre boîte, mais et malheureusement, cette souris est décédée après, il n'y a plus de suite. Mais ce qui était assez génial, c'est que non seulement, effectivement, tu avais des applications qui étaient prévues avec des fonctionnalités comme effectivement ce que tu racontes maintenant, mais toutes les fenêtres Windows te permettaient t'avais un petit retour, un petit bord comme ça quand tu passes sur la fenêtre, tu avais vraiment l'impression de passer sur une fenêtre pour ok voilà, on passe sur quelque chose et je veux dire que moi en tant que programmeur, quand je faisais des designs interface, c'était vachement pratique pour dire ah ça y est, je suis sur le bouton ou je le déplace et tu avais une petite impression de toucher quelque chose. Donc voilà, on a déjà défini quelques manières d'utiliser ce type d'interface utilisateur. Le pixel solide. Le pixel solide, voilà. Oui, c'était vachement pratique à l'époque. Je regrette que ces modèles n'ont pas continué à être produits. Marc, que disais-tu ? Non, moi, il y a une autre utilisation que je trouverais assez sympathique avec ce genre de petit périphérique. Bon, là, c'est le musicien qui parle, mais imaginez un soft de compo qui permet de taper une piste de batterie en appuyant simplement, parce qu'apparemment, ce trackpad est sensible à la pression aussi, et donc ça permettrait de définir une piste de batterie avec toutes les nuances de jeu. Bon, évidemment, on n'a pas une vraie batterie, mais de rapidement taper une grille de rythme en jouant simplement avec le trackpad, en appuyant plus ou moins fort pour taper une caisse claire,
une basse, etc. Ce qu'on appelait le soft touch, en fait. Exactement. Ouais. Et alors, avec un petit retour haptique aussi, qui au fur et à mesure te donne la cadence avec une sorte de métronome. Ils implémentent un truc comme ça dans Logic Pro. C'est le genre de truc à faire changer de. Ceci dit, ces interfaces-là, elles existent. Hein, physiquement, on peut les acheter et les interfacer en mais USB, imagine ça bundlé dans ton MacBook de base. Bien sûr. Topissime. Portable et tout, du coup. Et portable, et donc on peut en casser. Hein. Ça va. D'autre part, du côté de Sébastien, on reste chez Apple. Dans l'Apple Store, finalement, on ne trouve plus, ou en tout cas de moins en moins d'antivirus, Sébastien. Voilà, c'est toujours mon petit coup de gueule sur l'App Store d'Apple. Et ici, c'est mon petit coup de gueule sur leur sélection. Et donc ici, le logiciel, c'est Virus Barrière. Bon, honnêtement, je connaissais pas, je l'ai pas utilisé, donc c'est pas dramatique, je survivrai. Mais le gars avait reçu un premier warning en disant, écoute, non, les antivirus, c'est no way. Donc il a réécrit toute la description pour dire, ok, c'est pas un antivirus, ça va juste scanner vos courriers, enfin vos emails, machin, pour voir si vous avez des merdes dedans. Et rien à faire. Apple a décidé, tu dégages, comme tous les autres antivirus, parce que Apple considère que il n'y a pas de virus sur iOS, et comme il n'y a pas de virus, il ne faut pas d'antivirus pour montrer que par hasard il y aurait peut-être une menace. Ouais, c'est ça. Donc ils préfèrent décider que voilà, il n'y a pas d'antivirus et tout le monde est logé à la même enseigne, ils sont tous en train de disparaître les uns après les autres. Alors pour lui, c'était un petit logiciel pour lequel il ne retirait pas beaucoup de revenus, donc c'est pas dramatique. Mais on peut supposer que pour d'autres firmes qui ont engagé des moyens pour créer des antivirus sur des plateformes mobiles, ça peut leur poser à certains moments des problèmes. Donc il n'y a pas de virus, pas besoin d'antivirus. En gros, c'est ça. Mais en même temps, voilà. c'est pas faux, quoi. Je veux dire, t'as tous ces produits qu'on vend en profitant de la naïveté des gens, en leur disant, tu sais, ces pubs, t'arrives et puis on te dit votre Mac il est ralenti, tout ça, et les gens achètent ça. Des antivirus dont on n'a pas besoin effectivement sur iOS. Enfin, je pense qu'ils ont raison aussi de protéger un peu leurs clients. Peut-être. Oui, mais enfin, il y a eu. Mais ça n'arrive pas tous les jours, mais des virus sur iOS, il y en a déjà eu. Hein. Donc c'est assez rare, mais il y en a déjà eu un. C'était WireLurker. C'était un code. Enfin voilà, il y a eu des trucs qui ont existé. C'est pas totalement impossible sur la plateforme, mais c'est clair que c'est beaucoup plus rare que ce qui peut exister sous Windows. Hein. Donc l'idée de leur antivirus c'était aussi. C'était du jailbreaké, non? C'était du jailbreaké, exactement. Oui, donc c'était plus sur la plateforme. Là. Non, c'était un petit peu sur le bord de la plateforme. Mais ici, l'idée, c'était aussi, comme tu le disais, de scruter les mails, éventuellement aussi de repérer des tentatives de phishing et des choses du genre. Donc on est un petit peu en dehors du virus classique, on va dire. Hein. Seb. Oui, mais voilà, ça change rien, quoi. Il n'y a pas de bras, pas de chocolat. Ça n'existe pas sur la plateforme. Voilà, ça n'existe pas. On quitte le monde Apple pour parler quelques instants de Spartan. Hein, Marc, rappelle-nous vite fait, en 2 mots, Spartan. Spartan, c'est la nouvelle génération d'Internet Explorer qui a été enterrée en fanfare par Microsoft il n'y a pas tellement longtemps pour justement ouvrir la lignée et la voie royale à Spartan, qui est le nouveau browser qui sera intégré dans le prochain Windows. Alors, là où ça devient assez sympathique, et c'est quelque chose que Seb soulignait effectivement les semaines précédentes, c'est que Microsoft effectivement est en train vraiment de continuer sur une ligne de conduite assez constante, qui est une ligne d'ouverture et de partage avec le reste de la communauté. Alors Spartan n'est pas encore en open source, quoi qu'on peut rêver, on ne sait jamais, mais par contre l'éditeur a quand même ouvert la porte à d'autres sociétés, notamment Adobe, qui a permis de finaliser et de peaufiner Spartan au niveau de tout ce qui est rendu de typographie, animation, graphique, etc. Et c'est pas la première fois, parce que déjà avec la précédente version, IE 11, Microsoft avait ouvert la porte à Mozilla pour intégrer un sous-ensemble de JavaScript qu'on appelle ASMJS, qui permettait notamment d'accélérer le chargement des pages. Et ici, Microsoft a clairement annoncé sa volonté de garder cette ouverture pour permettre à d'autres développeurs de venir participer à la finalisation et à l'amélioration de leur plateforme. Donc,
bien Microsoft, comme d'habitude, on est très content et continuez comme ça. Par contre, mettez-le nous en open source, ça serait pas mal non plus. Oui, peut-être aussi. Par contre, je le disais, je ne sais plus où, qu'ils allaient progressivement abandonner les mises à jour sur les navigateurs, enfin les explorateurs existants, et que ça mettait à mal la sécurité de tout un chacun qui continue à utiliser cette chose. Oui, mais donc enfin, voilà, ça pose problème quand même. La volonté avouée est de faire passer le plus de monde vers une plateforme qu'ils décrivent comme la plus sécurisée possible, qui sera Windows 10, évidemment. Oui, évidemment. Et ça, ce sera dans les mois qui viennent, si je ne m'abuse. Enfin, je veux bien qu'on jette la pierre sur le fait qu'ils mettent plus à jour des Internet Explorer sur des Windows XP, mais faut pas déconner non plus. Windows XP, ça date de début des années 2000. Windows 7, t'as quand même les tout derniers navigateurs. Même Windows 7 commence aussi à prendre un peu d'âge. Ils vont commencer à pousser vers les autres OS. Ouais, mais en entreprise, c'est Windows 7 et pas Windows 8.1 que l'on retrouve le plus souvent. Et puis, t'as des logiciels tiers qui sont installés dans des entreprises qui ne fonctionnent qu'avec des vieilles versions d'Internet Explorer, et comme c'est le machin dont tu as besoin pour réserver des salles ou pour des choses pareilles, c'est pas compliqué. Fondamentalement, c'est pas la faute à Microsoft si les développeurs ont bloqué leur truc à des navigateurs antiques. Eux, ils sont pas payés pour mettre à jour ça pendant 20 ans. Je serais tenté de dire en toc pour tout côté. Antique, c'est Spartan, justement. Donc voilà, affaire à suivre, comme on a l'habitude de le dire. On va retourner chez Marc pour parler d'Android. On quitte le monde Microsoft pour atterrir comme d'habitude dans le monde Google. C'est notre alphabet à nous, c'est AMG, c'est comme ça. On parle donc d'Android 5.1 qui met fin à certains inconvénients. Oui. Alors, je suis certain que vous avez déjà rencontré ce petit problème. Vous avez votre smartphone, il est connecté au monde extérieur via la 3G, via la 2G, via ce que vous voulez. Donc, tout fonctionne très bien. Et puis, il accroche un Wi-Fi pourri. Oui. Et là, c'est la croix et la bannière pour lui faire comprendre qu'il doit lâcher son Wi-Fi pourri, retourner vers la 3G ou la 4G, donc autrement dit vers la civilisation, et arrêter de s'accrocher à cette bouse infâme qui n'est même pas capable de se connecter au web convenablement. Et donc ça, c'est un problème qui existe encore aujourd'hui, mais que Google va enfin fixer dans la release d'Android 5.1. Ils vont améliorer grandement ce fameux système qu'on appelle le Wi-Fi hopping, c'est-à-dire le système qui permet à l'OS d'aller se brancher sur le Wi-Fi le plus proche, de le garder en mémoire et de garder effectivement la fois suivante que vous revenez, que c'est ce Wi-Fi-là qu'il fallait utiliser. Problème, s'il était pourri à la base, il sera pourri la fois prochaine aussi. Et donc ici, le système va vous permettre de marquer et d'identifier clairement les Wi-Fi que vous considérez comme pourris, et il ne s'y connectera plus. C'est fini. Mieux, lui-même sera capable de découvrir qu'un Wi-Fi auquel il s'est connecté ne vaut pas la peine qu'on s'y connecte, de l'oublier proprement et de vous rendre une connectivité tout à fait normale. Donc apparemment, c'est un truc qui emmerdait beaucoup de gens, et c'est vrai que moi, parfois, j'en ai été réduit à couper le Wi-Fi complètement pour pouvoir récupérer un semblant de connectivité. Je comprends bien, mais j'ai un autre souci à te soumettre à ce moment-là. Que faire dans ces réseaux d'entreprise où souvent la connexion Wi-Fi est ouverte, mais par contre l'accès à Internet, lui, est soumis à condition de taper un code dans une page web, etc. C'est le cas dans certains lieux publics, les hôpitaux par exemple. Certaines entreprises ont un réseau Wi-Fi guest pour leurs invités. Alors moi je veux bien, ce que tu proposes est intéressant. Moi ce qui m'inquiète le plus, c'est que le jour où je vais vraiment vouloir m'y connecter, je vais plus pouvoir. Non, attends, justement, d'abord, c'est pas ce que je propose, c'est ce que Google propose, donc j'ai pas la prétention de me substituer à eux, mais donc, ce qu'il y a aussi, c'est que tu auras, toi, la capacité de pouvoir faire le filtrage et dire, mais attends, là, t'as pas su te connecter, mais attends, c'est parce que je devais rentrer un mot de passe en plus. Donc, celui-là, t'es gentil, tu me le gardes en mémoire. Ok, d'accord. Parce que le problème de ces réseaux-là, c'est que quand on n'a pas le code guest en question, c'est que ici, l'appareil se connecte quand même en Wi-Fi, et que donc, on ne reçoit plus aucune information, et qu'il faut aller dire, non, je veux plus le Wi-Fi, je dois désactiver provisoirement le Wi-Fi parce que pour le coup, j'ai pas tapé mon mot de passe guest dans l'interface ad hoc. Donc voilà, c'est quand même compliqué cette histoire, Marc. Ouais, c'est compliqué, mais bon, il faut aussi, pour clôturer un peu le sujet, faut aussi comprendre le point de vue de Google. Eux, ce qu'ils se disent, et ils n'ont pas totalement tort, c'est que ce système de Wi-Fi hopping qui était en place dans les générations précédentes et encore les générations actuelles d'Android et des autres OS aussi, on a le même problème avec un iPad, avec un iPhone, c'est que à cette époque, quand ce système était utilisé à plein tube, la qualité d'une connexion
ou 3G était généralement pas terrible. Aujourd'hui, avec du LTE, de la 4G, tu as des vitesses qui dépassent largement tout ce qu'un Wi-Fi public peut t'offrir. Ouais. Tu as des offres qui commencent vraiment à taper avec des quotas suffisants que pour pouvoir être utilisés en professionnel full-time. Ouais. Et donc, effectivement, ce besoin d'être connecté à un Wi-Fi et chercher désespérément le Wi-Fi chez le boulanger, chez le fleuriste ou chez le café... Ouais. disparaît un petit peu parce que tu as une connexion permanente, voilà. C'est vrai que quand on va, si on va dans un lieu public ou en entreprise et qu'on a besoin de ce réseau, absolument de ce réseau Wi-Fi, c'est parce qu'on va y passer un certain nombre d'heures. C'est pas juste pour relever un tweet ou envoyer un profil Facebook. On est bien d'accord. Et dans ce cas, on peut se connecter facilement avec les moyens habituels mobiles. Quoi. Tu voulais rajouter un truc peut-être, Seb ? Oui, je voulais juste rajouter un truc. Pour une fois que je peux dire que Samsung avait rajouté une application ou des options qui étaient sympathiques par rapport à la couche de base. Ça existe depuis déjà plus d'1 an sur les Galaxy S5 et je me demande si c'était pas déjà sur les S4 avec un basculement intelligent entre la 3G, 4G, etc. et les Wi-Fi. Et mon téléphone fait toujours très très bien le tri entre là où il doit se connecter quand il a ou pas de connexion. Donc ça marche très très bien. Effectivement, c'est bon de le rappeler. Une petite transition, on pourrait se poser la question de savoir si Cyanogen permet ce genre de choses de manière native ou pas. Cyanogen Mode, la surcouche Android dont on a déjà parlé ici. On va pas parler de ça, Marc, on va plutôt parler de financement, du côté économique de Cyanogen. Ouais, c'est encore un des chiffres qui font se poser un peu des questions sur la validité du modèle économique qui règne de nos jours. Cyanogen vient de lever 80 millions de dollars auprès d'un groupe de fonds d'investissement. Et donc, du coup, il se voit valoriser la coquette somme d'1 milliard de dollars. C'est quand même pas mal pour un truc qui a commencé comme un hobby pour un type au fond d'un garage parce qu'il aimait pas l'arôme de base Android. Il y a 2-3 ans. Et donc, le monsieur en question, le PDG de Cyanogen, qui est Geert Marktmaster, a déclaré à l'issue donc de l'annonce de cette valorisation et de son tour de table qu'il voulait tirer une balle dans la tête de Google. C'est toujours sympathique comme entrée en matière. Et en fait, ça confirme un peu la tendance de la société qui veut se détacher peu à peu de Google pour vraiment apparaître comme un outsider de qualité où eux, en fait, se voient facilement capables d'être présents sur plus d'1 milliard d'appareils à l'horizon fin 2016, début 2017, avec justement différents partenariats stratégiques qui sont en train de mettre en place, et notamment pour se détacher des services cœur de Google. Donc aujourd'hui, quand on installe un Android, quand on achète un téléphone Android, on a toute une série de services qui font partie de l'écosystème Google. C'est là que Cyanogen voudrait se détacher, par exemple, en venant intervenir avec des logiciels qui n'ont plus rien à voir, comme par exemple, on y grefferait une boutique Amazon pour les apps au lieu d'avoir un Google Play. On y grefferait Opera plutôt qu'Android. On y grefferait les maps Nokia plutôt que Google Maps, etc. Et au final, on va avoir tout un écosystème d'applications, et c'est là que ça fait un peu peur, qui ne vont peut-être pas fonctionner ensemble aussi harmonieusement que le faisaient les applications de Google, et puis surtout qui posent la question, au moins avec Google, on avait plus ou moins une vague idée d'où partaient les données qu'on mettait dedans. Ici, ça va où ? Oui. Effectivement, on peut se poser la question. C'est à qui profite le crime ? Oui, on peut dire ça comme ça. C'est un peu ça l'idée. On va passer chez Sébastien pour parler d'autre chose. On va parler un peu... Non, c'est chez Marc en fait. On va parler un peu, Marc, encore de Facebook, qui prépare une application phone. Oui. Alors Facebook, on est en train de se diversifier dans énormément de domaines. On a encore eu la confirmation avec la conférence F8 qui a eu lieu cette semaine. Et ici, Facebook a annoncé le lancement d'une application assez étonnante dans la mesure où elle n'est pas connectée au reste de l'écosystème Facebook, en tout cas pas directement. Ouais. Et il s'agit d'un dialer, donc simplement une application qui permet de passer des appels téléphoniques. D'accord. Donc le truc pour lequel on utilise le téléphone à la base, on compose avec une gestion de carnet d'adresse. Je suppose que logiquement, il y aura quand même un lien avec Facebook pour aller récupérer toutes les infos de vos contacts sur le réseau social. L'application sera évidemment capable, d'après les dires de Facebook, de bloquer les appels de numéros bloqués, encore une chance, et de montrer les informations de l'appelant. Bon, ils n'ont pas été tellement
bavard sur le sujet. On sait juste que l'application va sortir et qu'elle devrait vraisemblablement profiter des données apportées par les 1,4 milliard d'utilisateurs actifs qui sont aujourd'hui sur le réseau. Et Facebook a fait plein d'annonces, hein. Tu en parlais, cette fameuse keynote, ça sur plusieurs jours, je pense que c'est passé, c'est une keynote développeur, F8, disons-le en français, hein, c'est la 8e sans doute. Hein, non, c'est toujours appelé F8. Ah, ça c'est toujours appelé F8 F8, ça s'appelle. Il y a eu plein d'annonces. Seb, justement, tu voulais rebondir, toi, sur cette annonce concernant les emails qui remonteraient dans Messenger, en fait. Oui, alors voilà, c'est pas totalement les mails, mais c'est un petit peu ce qu'ils essayent de faire. Bref, j'essaye de m'expliquer. Je sais pas si vous vous souvenez, on a eu cette explication il y a quelques numéros déjà avec Jabber qui voulait à l'époque reconcentrer tout ce qui était mail, ça date d'il y a plus de 10 ans, hein, et tout ce qui était notification dans un seul protocole. On voit que ça n'a pas marché d'enfer à l'époque, hein, parce que Jabber maintenant, je sais pas si quelqu'un s'en souvient. Oui, il y en a qui hochent la tête, d'accord. Les plus vieux. Si je demande à ma mère, je suis sûr qu'elle ne sait pas ce que c'est. Par contre, Facebook Messenger essaye de sortir de l'écosystème Facebook en disant voilà, je veux vivre ma vie comme étant une application à part entière et pas être juste lié au réseau et profiter de ça pour proposer aux retailers de venir rajouter tout un dialogue avec les consommateurs directement dans Messenger. C'est-à-dire que ici ils font un premier test avec Everlane, donc voilà, une boîte américaine, et qui à partir du moment où tu as terminé ta commande, à la fin de la commande, ils te proposent de te contacter pour tout le suivi de ta commande sur Messenger. Et si tu l'acceptes, tu reçois toutes tes notifications de ta commande en préparation, ta commande envoyée. Si tu as une question, tu peux nous contacter avec un truc un peu plus personnel que ce que les mails, que ce que tu reçois aujourd'hui par mail quand tu fais une commande froidement sur Amazon ou ailleurs. Alors voilà, est-ce que les gens vont apprécier, vont l'utiliser? Je sais pas encore. Je suis encore, pour moi, je suis dubitatif, même si je trouve l'idée assez sympa de sortir certaines notifications des mails vers une autre application. Donc d'un point de vue retailer, je pense que ça peut être intéressant. D'un point de vue client, je sais pas encore. D'accord. Ça dépend des interactions qui vont être permises, hein, parce que si jusqu'où ça va aller, quoi. Oui. C'est un dialogue directement sur le support. Parce que ton truc n'est pas arrivé, au moins tu as directement quelqu'un qui va te répondre. J'écoutais ce que tu t'expliquais, je me demande s'il n'y a pas une start-up belge qui propose des services un peu similaires dans les grandes surfaces, mais qui sont plus liés à la proximité d'un rayon ou d'un lieu et poussent de l'information sur le device mobile du client. Mais si le nom revient, je le mettrai dans l'article. Ça me dit rien là tout de suite. Je vois MyShoppy qui fait les trucs avec les promos. Peut-être que je fais un amalgame. J'en vois une autre qui a mis des gros boutons vert, rouge ou orange, suivant que tu sois content ou pas du rayon. Tu as déjà vu? Pour l'autre, ça ne me dit rien. À côté de la machine à trancher le pain, par exemple. Voilà. Oui, à ne pas confondre avec la machine à trancher le pain, justement. On continue de parler de Facebook et avec toi, Seb, pour voir que de plus en plus, Facebook se positionne face à YouTube en tant que plateforme vidéo, finalement. Voilà, alors on a eu cette semaine, je vais lier les deux news en même temps, on a eu cette semaine deux actus là-dessus. Effectivement, Facebook qui veut, donc les vidéos sur Facebook, on sait, on en a déjà parlé quelques fois, on sait qu'ils veulent le promouvoir au maximum par rapport aux vidéos que tu posterais de YouTube sur Facebook. Donc elles ont une meilleure vue, une meilleure visibilité si tu utilises des pages. Et ben, ils veulent aller encore un petit peu plus loin en disant ok, tu as envoyé la vidéo sur Facebook, maintenant tu vas pouvoir la partager sur d'autres médias pour pouvoir voir ta vidéo sur ton blog. Ils proposent un code embed, quoi. De l'embed. Donc c'était pas l'esprit, vu qu'à la base on postait du contenu vers Facebook, et maintenant on va poster du contenu de Facebook vers d'autres sites. Donc ça c'est assez amusant. Ils veulent vraiment devenir le centre du contenu. Et dans le même news, ils vont commencer avec une série de journaux américains de poster les articles directement dans Facebook, disant ok, plutôt que de mettre juste le titre qui renvoie chez vous et vous avez du mal à chercher
chercher des publicités pour gagner un peu d'argent, pas de problème, vous allez mettre tout le contenu chez nous, et on va se démerder pour faire ça à votre place. Pour l'instant, ça concerne deux journaux américains seulement. Hein. Enfin, les pourparlers sont assez... C'est des tests. Mais tu sens qu'effectivement, ils commencent à avoir envie de ramener beaucoup de choses chez eux et être le centre du monde pour tout ce qui est média. Alors c'est un peu un pied de nez à Google, Google, lui, va chercher des informations sur tous les sites et qui de là en crée quelque chose, c'est-à-dire la recherche. Eux, ils veulent faire un petit peu le chemin inverse, ça veut dire il n'y a pas de problème, on ne va pas aller chercher partout ailleurs, on va demander à tout le monde de tout mettre chez nous. Ça va être plus facile. Donc c'est un peu... Mais c'est vrai que on en avait déjà parlé, c'est vrai que la vidéo, pour revenir à cette partie-là de l'information, c'est quelque chose qui est devenu hyper important chez Facebook et pour le promouvoir, ils proposent par exemple de meilleures visibilités aux pages, qui proposent des vidéos finalement. Proposer un simple statut, ça passe très, très inaperçu. Dès qu'on met de la vidéo, beaucoup plus de monde la voit. Proposer le code embed pour sortir cette vidéo de l'univers Facebook, c'est quand même très culotté parce qu'ils le font même pas avec les profils ou avec les photos par exemple, alors que Instagram le propose par exemple. Ils pourraient aussi le proposer, là ils le font pas avec la vidéo. Par contre ils le font, donc c'est quand même assez culotté. Et puis d'autre part, pour rebondir sur cette info concernant l'actualité, les articles qui seraient publiés directement sur Facebook, là ça excite toute la communauté des journalistes et de la presse mondiale, où qui se dit on va être non seulement dépossédé de notre audience, mais en plus on va être dépossédé de notre contenu maintenant, c'est la fin de tout. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer et comment tout le monde va s'y retrouver dans cette histoire. Seb, on continue avec toi si tu veux bien pour parler de Tinder et de son API qui amuse Steve Wozniak évidemment. Oui, ça m'a fait poiler Alors déjà, la news en elle-même était un peu amusante parce que c'est juste un mec, un tech comme un de nous qui s'est amusé en disant ok, je vais utiliser l'API Tinder. Alors Tinder, c'est juste un truc de rencontre, hein. Je ne vais pas vous faire le détail, mais voilà, vous avez compris, hein. Homme cherche femme désespérément. En gros, quoi, c'est ça. Et puis il y a un mec, ils ont fait une API pour dire ok, vous pouvez vous amuser sur notre réseau. Et puis il y a un petit mec qui se dit oh, ça va être chouette l'API, je vais créer un profil féminin et en même temps connecter deux personnes qui cherchent une femme et les faire parler entre eux. Donc, et donc on se retrouve avec une série de dialogues entre hommes qui pensent tous les deux parler à une jolie femme, jusqu'à effectivement à chaque fois la compréhension de mais tu es un mec. Donc c'est une blague potache à 2 balles, hein, qui est vraiment complètement inutile. Mais moi, ça m'a fait sourire 2 minutes. Et quand on voit le tout premier commentaire sur la news de TechCrunch, c'est Steve Wozniak qui effectivement raconte qu'à l'époque, lui aussi, la news l'a fait marrer, qu'à l'époque, lui aussi, il s'amusait avec les téléphones en faisant se connecter 2 personnes du numéro info, donc des informations, est-ce que tu veux, et il disait ça m'amusait de voir les conversations, donc c'était assez amusant de voir. C'était de la blague potache, ça. C'était de la blague à 2 balles aussi. Ouais, on est bien d'accord. Et c'est assez amusant d'aller voir effectivement des types comme Steve Wozniak qui vont poster des commentaires sur des sites d'actu comme ça. Oui. Ça a déclenché une... C'est pas nouveau, hein. De sa part, il a coutumier du style, en tout cas. On va aller chez Marc. On va changer complètement de sujet pour le coup, pour parler de... C'est à l'approche de Noël. Noël, ouais. Ou Pâques. C'est pour Pâques, à mon avis. C'est pour un cadeau de Pâques. Il voudrait une nouvelle souris, apparemment. C'est un message. Je ne sais pas à qui tu adresses ce message, Marc. À moi-même. Oui, ça doit être ça. De toute façon, elle est déjà commandée. D'accord. C'est la Logitech MX Master. Voilà, c'est la nouvelle souris, c'est la première souris nouvelle génération qui avec une boule du nouveau. c'est tout nouveau, effectivement. C'est une révolution. Non, c'est la première souris haut de gamme qui découle des décisions du nouveau management qui a pris en place chez Logitech l'année dernière. Et c'est la première souris qui
à mon avis, va redonner à Logitech ses lettres de noblesse en la matière. Donc il ne faut pas oublier, Logitech a quand même longtemps innové dans ce domaine-là. Et moi, j'oublierai jamais ma bonne vieille MX Revolution, qui était une souris que je considérais comme parfaite, jusqu'au jour où, un accident est arrivé. Le chat, on va dire ça, saloperie de chat. Et bon, donc j'ai dû la ranger et on ne la vendait plus. Donc j'ai dû me rabattre sur d'autres modèles. Donc ici, on a une souris qui va réintroduire deux concepts qui avaient déjà été exploité par le passé, mais peut-être pas aussi bien. Le premier, c'est celui de roulettes à défilement automatique, c'est-à-dire que Logitech est connu pour avoir des roulettes crantées qui sont débrayables par pression sur un petit bouton, et donc qui passent d'un défilement cranté à un défilement libre. Ici, ils vont réintroduire un système où la détection se fait toute seule selon la vitesse de scroll. Donc selon la force avec laquelle vous allez donner une impulsion sur la roulette, elle va se débrayer en mode cranté toute seule ou pas. D'accord. Ça a l'air de rien, mais ça offre un confort d'utilisation incroyable. Franchement, non mais c'est vrai. Si tu voyais la tête de Benoît ici en studio, et celle de Sébastien aussi, quelque part... Mais oui, je sais, mais bon, écoute, on est passionné ou bien on ne l'est pas, et quand tu passes ta journée avec une souris dans Photoshop, crois-moi que à la fin de la journée, ça fait la différence. Sébastien, toi, tu passes plus ta journée avec les mains sur le clavier. Voilà, chacun son truc. Voilà, exactement. C'est un avis, une opinion. Écoute, je sais pas, moi je suis en train de regarder les photos du site, mais avoir une souris en bois, c'est quand même peut-être un peu léger, non? Pour ceux qui ont la vidéo, qui ont vu la vidéo, c'est vrai que le film est plutôt bien fait, mais bon, c'est un petit peu exagéré quand même. On vous fait un modèle en bois découpé à la scie à bande. Enfin, c'est très bien foutu, mais quand même. C'est du marketing. Par contre, c'est du marketing. Il y a quand même 2-3 autres trucs assez sympas. La première, c'est que la souris embarque une double connectivité onde radio classique avec le petit récepteur qui est ici réduit à sa plus simple expression, ou alors Bluetooth, donc elle embarque les deux. Petit bémol, hélas, elle embarque du Bluetooth Low Energy, donc elle est limitée à du Bluetooth 4 et les OS qui supporteront du Bluetooth 4. Donc pour Windows, on est sur de 8.1, pour macOS, on est déjà par contre, il y a déjà plus de liberté de manœuvre, on peut remonter à des MacBook mi-2013, fin 2013, qui implémentaient déjà cette technologie. Petit détail sympa, elle est pairable avec plusieurs appareils et on peut sélectionner l'appareil avec lequel on veut la pairer, justement, avec le petit bouton qui est en dessus qui permet de retenir trois présélections. Mais bon, à part ça, voilà, c'est une souris, on peut en dire ce qu'on veut. Je trouve que c'est un bel objet et franchement, voilà. Autre petit truc sympa aussi, parce que toutes ces souris, généralement, elles bouffent des piles assez vite. 40 jours d'utilisation, c'est peut-être pas énorme, mais 4 minutes d'alimentation, 6 heures de fonctionnement. Voilà, Logitech va donc offrir une caisse de souris à Marc. Il n'y a pas de problème. Et alors, le pire, c'est qu'il dit même pas le truc le plus, je vais pas dire le plus curieux qu'il y a sur cette souris par rapport aux autres, c'est qu'il y a une deuxième molette sur le côté pour aller dans l'autre sens. Mais oui, mais vous êtes tellement en train de vous marrer comme des baleines. Pour le reste, c'est une souris avec deux. On va pas tout dire maintenant. Molette qui roule plus ou moins vite, et t'en as une deuxième pour le pouce. Oui, mais on va pas tout dévoiler maintenant. Moi, je propose qu'on fasse un hors-série dès que la bête est livrée et que Marc soit un petit peu amusé avec et entraîné surtout. Dès qu'il maîtrise la bête, on va dire ça comme ça, on proposera un hors-série sur cette nouvelle souris de chez les Suisses qui savent faire des choses intéressante, Logitech, la MX Master. On va revenir chez toi, Marc, mais on va d'abord donner la parole à Benoît, petite modification dans le planning initial, pour parler d'Amazon. Amazon qui teste maintenant de manière physique, réellement, ce fameux drone livreur. Mais alors, c'est ça, ils l'ont annoncé, si tu te souviens, enfin si vous vous souvenez, ils l'ont annoncé en décembre 2013. Alors tout le monde s'est dit, ouais, c'est de la pub pour Noël, c'est pour qu'on parle d'Amazon juste avant la période des achats. Et en fait, non, ils sont visiblement en train de vraiment tester le truc parce qu'ils ont obtenu enfin l'accord de la FAA, donc c'est la Federal Aviation Administration, c'est l'administration aux États-Unis, c'est l'équivalent de Belgocontrol en fait, qui contrôle l'espace aérien américain et qui leur a enfin donné l'autorisation de faire voler leur drone automatique pour faire des tests et tout ça. Et donc c'est sérieux, ils veulent vraiment faire ça. Et si on se souvient, l'idée c'est
On livre les colis en une demi-heure, les petits colis évidemment, avec un drone. Donc ça veut dire que tu fais ta commande et puis tu as un drone qui se balade devant ta fenêtre et tu récupères ton colis comme ça. Ouais. L'idée est marrante. Alors on pourrait se dire, ils sont contents, ils ont l'autorisation de faire des tests. En fait, ils sont pas du tout contents. Ils ont répondu à l'autorisation qu'ils ont reçue avec une sortie dans la presse assez de méchante humeur, disant mais en fait c'est beaucoup trop long la manière dont la FAA travaille, parce qu'ils viennent de nous autoriser à tester ces drones-là, mais on les utilise plus. On est déjà sur une génération après. Donc bon, mais ça, moi à l'époque quand ils avaient annoncé ça, je me dis c'est du flan. C'est juste pour se faire de la pub, ils ont l'air d'y croire vraiment. Oui, alors la manière dont ils livrent, après, je pense que c'est dans la pelouse. Hein. C'est comme, le journal. C'est marrant parce que Amazon fait ça avec son Prime Air. Tu as DHL qui fait des essais avec un DHL copter ou paquet de copter, un machin comme ça. Donc visiblement, on y pense à cette idée un petit peu folle de Bezos de livrer des colis. Il va falloir quand même faire attention en rue quand on se promène, ne pas se prendre un drone sur la tête. La livraison de la souris de marque, par exemple, peut faire très très mal à un moment. C'est vrai qu'il l'aurait déjà, du coup, ça souris. Il l'aurait déjà. On l'aurait même peut-être déjà testé. Et puis, on reste dans l'esprit drone pour parler de ce que Facebook envisage de faire. Là. Alors, eux, ils livrent carrément Internet. Ils livrent carrément Internet. Alors, c'est toujours dans la fameuse F8, leur fameuse conférence. Ils l'ont rappelé. C'est un projet qu'ils avaient déjà un petit peu présenté, mais ils ont donné un petit peu plus de détails. Et l'idée est assez intéressante. C'est de faire une espèce de drone construit en gros sur le principe du Solar Impulse, là, cet avion qui est en train de faire le tour du monde. Sauf que là, ce serait un drone, donc il n'y aura pas de pilote dedans. Mais c'est la même idée d'avoir un système d'alimentation par panneau solaire, ce qui veut dire un drone qui reste en l'air pendant un certain temps. C'est aussi beaucoup plus gros, c'est à la taille d'un Airbus. C'est pas un petit machin pour porter une souris. C'est un gros bazar. Et alors, l'intérêt de l'idée, c'est qu'un drone, ça vole beaucoup plus bas. Donc l'idée, c'est d'amener de l'Internet dans les zones où il n'y a pas d'Internet et où ça coûterait très cher de les câbler, etc. Et comme un drone vole beaucoup plus bas qu'un satellite, ça veut dire que la latence, donc le temps pour lequel on reçoit le signal de retour, est beaucoup plus faible. Et donc on aura de meilleures performances. D'accord. Donc l'idée paraissait un peu faux-folle. De nouveau, on se disait, ouais, mais attends, pourquoi pas faire des satellites ? Ça existe déjà avec Internet par satellite. Eh ben non, il y a vraiment une idée derrière. Pour aller au bout de l'idée, justement, puisque tu parlais de ce drone de grande dimension, Facebook a fait l'acquisition, il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs, d'une société une start-up qui fabrique ce type de drone. En fait, ils avaient visiblement l'envie de... Enfin, ils ont un projet internet.org qui vise à déployer l'Internet, parce que quand on déploie l'Internet, on déploie Facebook auprès d'une population plus grande. Et ils ont effectivement acheté, et c'est ce qui permet de construire ces drones, une société spécialisée. Marc, il me semble que Google avait aussi des envies de ce genre-là. Hein. Si je me rappelle bien, on en avait parlé il n'y a pas tellement longtemps. Effectivement, Google avait racheté une société qui s'appelait, si je me rappelle bien, Titan Aerospace, mais qui, eux, travaillaient aussi avec des ballons. Je me rappelle, avec des ballons, mais pas que des ballons. Ils avaient aussi développé une génération de drones qui permettait de travailler en vol géostationnaire et qui permettait de faire des économies d'échelle par rapport aux ballons, dans la mesure où la couverture que ces appareils pouvaient assurer au niveau de la diffusion du signal était beaucoup plus importante que celle des ballons. Oui. Bon, c'était presque dans une autre vie, ce truc-là. C'est dingue, tout le monde a envie de ça depuis très longtemps. Hein. Moi, je me rappelle les prémices de l'Internet par satellite, sachant que la voie de montante, celle qui passe commande, devait passer forcément par une ligne téléphonique classique. Par contre, la voie descendante se faisait via satellite. Ça existe toujours, hein, ça je pense, c'est toujours appliqué. Ça existe toujours, mais ça a ce problème de latence. Oui. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu fais la requête et au moment où tu as le résultat, il se passe pas mal de temps. Donc si c'est pour télécharger un film, un gros film, c'est pas un problème. Faire de la messagerie instantanée ou de la voix là c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ok. On a bien fait le tour de la question. Alors moi, du coup, je suis piégé moi-même parce que j'ai changé tout dans l'ordre des choses dont on voulait parler. Ah non, on va laisser la parole à Benoît pour parler d'un truc. Moi, j'ai vu ça aussi. J'ai trouvé ça super. Et en même temps, ça va être difficile à appliquer. Quoi qu'il, l'idée, c'est dans ces grandes villes où il y a des grandes tours, etc., il y a forcément de l'ombre. Ces grandes tours font de l'ombre. Des gens plutôt intelligents ont trouvé un algorithme, ou en tout cas appliquent un algorithme qui permet de calculer des surfaces
qui vont faire en sorte que finalement il n'y ait plus d'ombre. On a quasiment tout dit. Voilà. Oui, mais comment donc, qu'est-ce alors, mais en fait, l'idée c'est effectivement ça. Comme on urbanise de plus en plus, la population n'arrête pas d'augmenter. Donc, si on veut pouvoir offrir des soins de santé, des moyens de transport, des magasins, des écoles, etc., de façon raisonnable, il faut concentrer de plus en plus. On fait le même constat en Belgique, on fait le constat partout dans le monde. Donc, on va de plus en plus vers des villes avec des densités plus importantes. Densité plus importante, ça veut dire qu'on monte. Et quand on monte, comme tu le disais, ça veut dire que les derniers étages, c'est très chouette. Quand on est tout en haut, c'est toujours très chouette. Les étages en bas, c'est moins bien. Alors, un cabinet d'architectes NBBJ a eu l'idée de faire de l'architecture algorithmique. C'est-à-dire, ils construisent un algorithme pour calculer la forme du bâtiment. Et l'idée, c'est que ce sont 2 tours, il en faut 2, recouverts de verre réfléchissant. Et le principe, c'est que la tour est calculée spécifiquement en fonction du lieu où elle va être implantée. Ça, c'est le côté algorithme. La lumière du soleil vient dans une des tours et se reflète vers le sol. Et donc, illumine une tour, si tu veux, est dans l'ombre. Mais alors, l'autre tour vient la rééclairer comme un grand miroir. Donc, elles vont et puis, quand le soleil tourne... elle suit forcément le... Voilà. Et l'autre, à un moment, devient celle qui éclaire. Et ils annoncent avec ça... selon leurs calculs, parce qu'ils ont fait le projet pour un projet de construction à Londres actuellement. C'est pas encore construit, c'était juste la proposition. Ils annoncent 60% d'ombre en moins sur les derniers étages, sur le sol. Et donc, ça veut dire un truc vachement plus viable. Je vois Marc qui se marre dans son coin. J'avais une remarque à faire. D'accord, c'est pas comme une souris, mais c'est pas mal quand même. Non, c'est pas du tout pour ça que je pense à ça. Mais moi, ça me rappelle cette histoire qui avait eu lieu il y a 1 an à peu près, avec ce fameux building. Attends, je suis en train de trouver. Celui qui faisait fondre les... Walkie Scorchi en plein Londres. Exactement. Qui était un building de forme un peu originale dans le sens où il avait une face convexe qui concentrait les rayons du soleil comme un super miroir et assez fort pour faire cuire des œufs ou même carrément faire fondre la peinture sur une voiture. Donc là, il va falloir choisir le revêtement. Exactement. Je parie que c'est ce qui leur a donné l'idée. C'est pas impossible. Sans doute, mais en tout cas, le concept est intéressant. On a mis, si vous regardez le podcast en vidéo sur YouTube, il y a un petit gif animé très, très clair, pour le coup, qui explique un peu le cheminement des rayons solaires dans le profil d'un immeuble pour éclairer la partie de l'ombre de l'autre immeuble. Donc ça fonctionne toujours par paire. Effectivement, concept original. Et après mais on n'a plus besoin d'architecte, on a un algorithme. Voilà, c'est ça. Mais on se demande pourquoi, parce que finalement les ombres, on cherche toujours un petit coin d'ombre. Voilà. Soit. On va passer à autre chose. On va terminer peut-être justement avec Marc. On va lui redonner la parole, tenez pour le coup. Square ouvre son service Catch Me aux entreprises. Oui, Catch Me, c'était un peu la réponse de Square à justement Facebook qui permettait de se balancer des sous de copain à copain via Messenger, via PayPal, etc. Donc c'était un service privé qui permettait de faire du paiement peer-to-peer. Ici, Square a décidé d'ouvrir le système de manière un peu plus commerciale, donc en l'ouvrant aux entreprises et aux activités professionnelles, en rajoutant une petite subtilité qui est ce qu'ils appellent les cash tags. Et en fait, le cash tag, c'est comme un hashtag. Donc, c'est-à-dire c'est un identifiant que l'on va préfixer d'un symbole $ au lieu d'un symbole. Comment on avait encore dit le truc dièse barré dans les... Oui, on a donné un nom à ce truc. Voilà, c'était un truc qui monte... Enfin bon, voilà, hashtag, donc soi-disant. Et donc, avec cet identifiant, et en utilisant soit l'application Catch Me de Square ou le profil de toute personne accessible via le site de Square, il y aura moyen de payer en quelques clics, ou même carrément, en un simple clic, si c'est à partir de l'application, des petits montants. Et alors là-dessus, évidemment, Square prélève sa petite dîme qui est de 1,5% par transaction, qui est quand même pas mal à comparer par rapport aux 2,4% minimum qui sont pratiqués chez PayPal, ou même aux 2,75% qui sont généralement pratiqués par Square lui-même, mais sur ses systèmes de terminaux mobiles. Donc on te rappelle, le petit carré qu'on branche sur le port jack d'un iPhone ou d'un iPad, etc. Donc pour l'instant, ça ne marche qu'avec une Mastercard ou une Visa, mais il n'est pas impossible que ça soit étendu à des cartes de débit également. Voilà. Quant à voir quand ce truc arrivera chez nous, le truc est disponible, les applications sont disponibles, rien n'empêche les gens de l'utiliser déjà aujourd'hui. Et c'est sûr.
Ah, alors là, tu me poses une question à laquelle je ne suis pas à même de répondre parce que je n'ai pas testé la chose. Mais bon, ça existe quand même depuis octobre 2013 et au cours des 12 derniers mois, le volume des transactions réalisées de particulier à particulier a quand même dépassé le $1 milliard. Donc je suppose que c'est quand même relativement fiable. Ok, je vois Sébastien de son côté qui, lui, n'est pas aussi... Enfin, la définition de sûr pour Square et pour d'autres boîtes américaines, pour moi, est un petit peu différente parce que c'est quand même des boîtes qui sont encore habituées à utiliser le swipe. Donc, pour eux, la définition de sécurité, c'est de lire une bande magnétique pour faire un paiement. Nous, on est quand même depuis des années maintenant à la carte à puce et le swipe est quelque chose que je ne sais même pas si on a encore... on demande à un Belge de le faire, je ne suis même pas sûr qu'il sache encore. Donc, voilà, moi, ça me laisse encore dubitatif parce qu'effectivement, une bande magnétique, ça se copie très facilement. Ouais. Donc voilà, ça aujourd'hui c'est leur standard de sécurité, donc oui. Tant que personne s'y est attaqué méchamment, on va dire, ça restera comme ça en fait. On s'y est déjà attaqué très méchamment, le swipe. C'est pour ça que nous, en dehors de l'Europe, de toute façon, ça passe pas. Ouais. Et même en Europe, je ne suis pas sûr que tu puisses encore le faire aussi facilement. Mais nous, c'est il y a quelques années qu'on a pas mal limité tous les paiements Maestro en dehors de l'Europe. Ouais. Mais par défaut, maintenant, quand tu as une Mastercard, si ma mémoire est bonne, elle est d'office bloquée hors de l'Europe. Et lorsque tu voyages, tu dois la faire débloquer et autoriser sur les autres marchés. En tout cas américain, pas nécessairement. En tout cas américain. Oui, ça c'est sûr, effectivement. Maintenant, c'était pas juste une notion de jugement sur ce qu'a fait Square. Leur système était très, très fiable, j'ai pas regardé. Mais voilà, pour moi, aujourd'hui, il y a quand même encore un petit souci au niveau des paiements pour les boîtes américaines, pour les boîtes d'identité américaine, parce que voilà, ils n'ont pas encore effectivement tous les standards que nous on utilise en Europe. Okay. Mais c'est le coût de la fraude, c'est parce que si tu as un problème de fraude, tu demandes à ta banque, tu dis voilà, j'ai pas payé ça, du moment que tu te fais rembourser, c'est leur problème. Ah, oui. Mais c'est le cas, quand tu as une transaction fausse sur ta carte de crédit, tu te fais rembourser, donc. C'est la banque qui gagne, qui perd de l'argent. On peut avoir ce débat au niveau du paiement SEPA, par exemple, et du paiement Visa. Le SEPA, rappelons-le, on a déjà parlé ici, mais c'est bien de le rappeler parce que c'est assez récent en fait. Donc le paiement SEPA, en pratique aujourd'hui, si j'ai envie et que j'ai une accréditation auprès des banques, donc tout le monde ne peut pas le faire, mais que si j'ai une accréditation pour recevoir des domiciliations et que j'ai le numéro de compte de Benoît, je vais chercher des sous sur le compte de Benoît, sans plus de formalité que ça. Et c'est effectivement quand Benoît se rendra compte que j'ai vidé son compte qu'il pourra faire opposition à la banque. Mais pour cela, il faut que Benoît aille voir suffisamment souvent son compte. Ouais. Et évidemment, si je l'ai vidé, il s'en rendra compte. Mais si je prends des petits morceaux, des petits euros par-ci par-là, ce ne serait pas la première fois qu'on arrive à faire... Ceci dit, tu devrais être accrédité pour le faire. Est-ce que ceux qui sont justement accrédités pour utiliser ce système de paiement SEPA sont contrôlés ou ne sont pas contrôlés parce qu'il faut bien à un moment donné garder un œil sur tout ça, non ? Non, c'est pas contrôlé, c'est vu comme un crédit, c'est-à-dire que tu demandes d'avoir une autorisation de prélever jusqu'à 10 000 euros chez tes clients, 30, 50, etc. Et donc, la banque t'accorde le crédit, et si, effectivement, en considérant que tu es quelqu'un d'honnête. Et donc, quand tu demandes le paiement, ils te le donnent tout de suite, et eux se démerdent pour aller chercher l'argent. D'accord. Mais bon, voilà, l'imagination des gens est assez débordante en la matière, donc je ne doute pas que ce sera utilisé à mauvais escient à un moment ou à un autre, et qu'on devra au moins mettre en garde les gens. Il faut regarder de temps en temps vos extraits. Et si vous avez un truc douteux, contactez votre banque. Exactement. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette actualité qui nous a intéressés, en tout cas nous quatre, cette semaine. Je voulais juste en rajouter une toute petite, celle que j'avais mis en réserve, personne n'en a voulu, donc je la prends à mon compte. C'est Twitter qui réplique à Meerkat. Meerkat, c'est une start-up qui proposait du streaming vidéo en direct via Twitter.
Twitter vient de lancer son propre système qui s'appelle Periscope et qui a un petit plus par rapport à Meerkat, c'est que non seulement vous allez pouvoir streamer de la vidéo et voir qui regarde votre vidéo, puisqu'il faut s'enregistrer via Twitter pour pouvoir y avoir accès, et qu'en plus ils vont pouvoir y avoir accès pendant 24 heures. C'est-à-dire que ce qui est filmé est stocké durant 24 heures, ou en tout cas sera stocké durant 24 heures. C'est un peu la guerre du stream vidéo sur Twitter depuis quelques jours, quelques semaines maintenant. Peut-être qu'on s'y mettra aussi à l'occasion, je sais pas. Qui avait suivi cette actu? Je regarde du côté de Marc. Seb, oui? J'avais suivi un tout petit peu, mais non pas sur le fond comme toi tu viens de l'expliquer, mais sur le fait qu'après avoir lancé Periscope, Twitter a un petit peu coupé les accès à Meerkat. Donc oui. Voilà, est-ce que c'est une guerre qui est totalement c'est juste, pas... voilà. On a lancé un truc, maintenant... D'autres l'ont fait. Facebook, oui, c'est pas gêné non plus avec certaines applications. C'est dans les habitudes de Twitter. Regarde ce qu'ils ont fait avec les applications. Ils ont fermé toutes les applications. Enfin, voilà, tout à fait. Ouais. Non, c'est pas... C'est leur stratégie. C'est leur stratégie, effectivement. Marc, vous voulez rajouter un truc? Non, mais moi, ça m'a juste... Oui, ça aussi. Elle arrive. Non, ça me fait penser à un article que j'ai lu en début ou en fin de semaine dernière, qui justement faisait référence à Meerkat et à son succès, parce que c'était plus une orientation style financière, et qui parlait d'un obscur dont quasi personne n'avait entendu parler, je pense, concurrent à Meerkat, en titrant l'article de manière assez fracassante. Machin, je vais l'appeler Machin parce que je me rappelle même plus le nom du produit, c'est dire s'il m'a marqué. Machin aurait pu être Meerkat si les investisseurs suivaient en Europe. Je crois que Sébastien voit de quoi je veux parler. J'avais posté le truc sur Facebook. Ouais. Voilà, c'était juste une petite réflexion, simplement parce que ça a fait tilt. D'accord, ok. Je pense que là, pour le coup... C'était très intéressant. Merci, Marc. Merci. Voilà. C'était souris, Marc. C'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. On est tous d'accord. Merci beaucoup, Benoît. Et à très bientôt, évidemment. Très bientôt. Merci à Marc. Merci à Sébastien également. Et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Technos.